Bonjour à toutes et à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser à des métabolites aux effets variés, mais encore largement mystérieux dans leur mécanisme d'action. Il s'agit des iridoïdes. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va être drogue à iridoïdes. Dans une première partie, on va voir des généralités sur les iridoïdes. On commencera par une définition, état naturel et répartition, rôle chez les végétaux, structure chimique, leur origine biosynthétique, leurs propriétés physico-chimiques, l'extraction, la caractérisation et le dosage, et enfin, propriétés pharmacologiques et emploi. On étudiera ensemble, par la suite, quelques drogues à iridoïdes. Les iridoïdes doivent leur nom à des fourmis du genre Iridomyrmex. En effet, l'iridomyrmécine, l'un des premiers iridoïdes identifiés, a été isolé pour la première fois des glandes des fourmis d'Argentine, anciennement appelées Iridomyrmex humilis, et c'était vers les années 50. Les iridoïdes jouent un rôle clé dans les mécanismes de défense de ces fourmis, et certains d'entre eux sont également des phéromones de piste chez les fourmis d'Argentine. Passons maintenant aux généralités et commençons par la définition. Les iridoïdes sont des métabolites secondaires appartenant à la grande famille des terpénoïdes. Il s'agit plus précisément de monoterpènes, c'est-à-dire de composés dérivés de deux unités isopréniques formant une structure à 10 atomes de carbone. Je vous conseille de revoir le rappel sur les terpénoïdes abordé dans le cours précédent. Ça vous permettra de mieux situer les iridoïdes dans leur contexte biosynthétique. Donc, comme je l'ai mentionné, les iridoïdes sont caractérisés par un squelette monoterpénique particulier appelé squelette iridane. Il s'agit d'un squelette bicyclique, c'est-à-dire qu'il comporte deux cycles. Un cycle à 5 carbones, c'est le cyclopentane, et un autre à 6 atomes contenant un oxygène, il s'agit du pyrane. C'est pour cela qu'on parle de squelette cyclopentapyranique, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ce groupe comprend également les sécoiridoïdes qui résultent de la rupture de la liaison entre le carbone 7 et le carbone 8 du squelette iridane. Cette ouverture du cyclopentane conduit à une structure dite sécoiridoïde, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Abordons maintenant l'état naturel et la répartition des iridoïdes. Les iridoïdes sont retrouvés chez les angiospermes dicotylédones gamopétales. On les rencontre dans plusieurs familles des ordres des gentianales, lamiales et scrofulariales, ce qui signifie qu'il s'agit de métabolites caractéristiques des plantes évoluées. Par ailleurs, les iridoïdes constituent de bons marqueurs chimiotaxonomiques. Autrement dit, leur présence peut permettre de rattacher une plante à une famille ou même à un genre particulier. À titre d'exemple, je cite l'aucubine, qui est un iridoïde présent chez toutes les espèces du genre Plantago de la famille des Plantaginacées, ce qui en fait un excellent marqueur des plantes appartenant à ce genre. Quel est le rôle des iridoïdes chez les végétaux et pourquoi les synthétisent-ils? Les iridoïdes jouent un rôle essentiel dans la défense des plantes. D'une part, ils possèdent des propriétés antimicrobiennes, ce qui permet à la plante de se protéger contre divers pathogènes, tels que les bactéries ou les champignons. Et d'autre part, ils agissent également contre les herbivores, car ils confèrent aux plantes un goût amer, ce qui les rend moins appétantes et contribue à les repousser. Passons maintenant à la structure chimique des iridoïdes. Comme mentionné précédemment, ce sont des monoterpènes à squelette iridane. Leur structure présente une grande diversité, notamment en raison des modifications chimiques qu'ils peuvent subir, telles que les hydroxylations, les estérifications ou encore les variations de configuration. On distingue principalement deux formes, la forme hétérosidique qui est la plus courante et la forme non hétérosidique. Alors sur le schéma, nous avons les 4 formes possibles, avec de gauche à droite, d'abord la forme non hétérosidique des iridoïdes, ensuite leur forme hétérosidique, puis la forme non hétérosidique des sécoiridoïdes, et enfin leur forme hétérosidique correspondante. Comme vous pouvez le remarquer, dans les structures hétérosidiques, le glucose est lié à l'hydroxyle porté par le carbone 1 de la glycone.
En ce qui concerne la forme hétérosidique, la génine est le plus souvent un iridoïde, parfois un séco-iridoïde. La partie osidique est généralement constituée de glucose, mais il peut également s'agir d'un oligosaccharide. Et comme je l'ai mentionné précédemment, la liaison entre la génine et la partie osidique implique le groupement hydroxyle porté par le carbone 1 de la génine. Exceptionnellement, le glucose peut être lié à l'hydroxyméthylène C11 et c'est le cas de l'ébuloside des caprifoliacées. La génine des iridoïdes présente plusieurs variations structurales. Tout d'abord, bien que la structure de base repose sur un squelette monoterpénique à 10 atomes de carbone, il existe des exceptions. Certaines génines peuvent en comporter davantage, tandis que d'autres n'en comptent que 9 atomes de carbone. Une autre zone de variation importante, c'est le carbone en position 11. À ce niveau, on peut rencontrer plusieurs cas de figure avec des groupements fonctionnels différents selon les composés. Vous allez mieux comprendre en observant les structures. Dans le schéma que vous voyez à l'écran, nous avons en haut à gauche la structure du locanoside et juste à côté celle du géniposide. Ces deux iridoïdes ont en commun un groupement carboxyméthyle en position C11. En haut à droite, vous voyez le monotropéoside. Ici, la variation porte aussi sur le carbone C11, mais il s'agit cette fois d'un groupement carboxyle libre. En bas à gauche du schéma, vous pouvez voir la structure du lamyoside. À ce niveau, on observe un groupement méthyle en position C11. En revanche, pour l'ocubine et le catalpol, cette position est non substituée. Le C11 est tout simplement absent du squelette. Comme vous pouvez le constater, dans le cas du locanoside et du géniposide, un méthyle est présent en plus, ce qui porte le nombre total de carbone à 11 au lieu de 10. Pour le monotropéoside et le lamyoside, on conserve les 10 atomes de carbone, alors que dans le cas de l'ocubine et du catalpol, on observe une perte d'un carbone avec seulement 9 atomes de carbone au total. Les séco-iridoïdes présentent également une grande diversité structurale. À titre d'exemple, on peut noter la présence d'un groupement vinyle en position C9 dans la molécule de séco-locanoside, visible sur le schéma à droite, ainsi que la présence d'un groupement éthylidène dans la structure de l'oléoside que vous voyez sur le schéma à gauche. Pour les formes non hétérosidiques des iridoïdes, on distingue plusieurs types en fonction de leur structure. Certaines peuvent être de nature alcaloïdique, comme la schitantine qu'on retrouve chez des espèces du genre Valeriana, notamment l'espèce Valeriana officinalis. Vous pouvez observer sa structure sur le schéma. Remarquez qu'à la place de l'oxygène habituel sur le cycle pyrane, on trouve ici un atome d'azote, ce qui confère à la molécule son caractère alcaloïdique. Il existe également des formes polycycliques comme la pluméricine, rencontrée chez certaines apocinacées comme les espèces appartenant au genre Plumeria. Là encore, vous pouvez observer sur le schéma une structure plus complexe avec plusieurs cycles fusionnés. Enfin, on rencontre des formes estérifiées comme les valépotriates, retrouvées chez des espèces du genre Valeriana. Dans ce cas, il existe 3 fonctions esters impliquant les hydroxyles en C1, C7 et C11 du noyau iridal. Je vous rappelle que ces 3 formes que nous venons de voir, les formes alcaloïdiques, polycycliques et estérifiées, sont toutes des formes non hétérosidiques d'iridoïdes. Les formes non hétérosidiques de séco-iridoïdes, quant à eux, sont particulièrement rares, mais on peut en rencontrer chez certaines oléacées. On va parler maintenant de l'origine biosynthétique des iridoïdes. Tout commence avec le géraniol, cette molécule que vous voyez sur le schéma en haut et à gauche. Je vous rappelle que le géraniol est obtenu du GPP, lui-même issu de la condensation de 2 unités isopréniques. Le géraniol subit une hydroxylation pour donner le 10-hydroxygéraniol. Celui-là, après une série d'oxydations, donne un trialdéhyde très réactif qui, par cyclisation, donne l'iridodial.
L'iridotial est ensuite oxydé et glycosylé pour donner le loganoside, précurseur immédiat de tous les iridoïdes. Le loganoside par ouverture du cycle pentanique donne le sécologanoside et le mécanisme de cette réaction reste encore mal connu. Le sécologanoside est le précurseur des sécoiridoïdes et aussi des alcaloïdes monoterpéniques. Passons maintenant aux propriétés physico-chimiques. Les iridoïdes sont des composés très instables et cette instabilité explique le noircissement rapide après la récolte des plantes qui les renferment, d'où le nom d'hétérosides chromogènes, du grec chroma qui veut dire couleur et génos qui veut dire naissance, c'est-à-dire qu'au départ les iridoïdes c'est des composés incolores mais qui peuvent suite à une réaction chimique donner des composés colorés. Ils sont solubles dans les solvants polaires vu qu'il s'agit le plus souvent d'hétérosides. Ils sont très fragiles et facilement hydrolysés par l'acide chlorhydrique et par les bêta-glucosidases. Et autre chose, c'est que en présence d'ammoniac, les iridoïdes et surtout les sécoiridoïdes peuvent interagir avec lui pour former des composés azotés cycliques ressemblant aux alcaloïdes. Ces composés n'étaient pas présents naturellement chez la plante, c'est pour ça qu'on parle d'artefacts ou de faux alcaloïdes et on a l'exemple de la gentianine. Étudions à présent l'extraction, la caractérisation et le dosage des iridoïdes. Pour ce qui est de l'extraction, il faut savoir qu'elle est particulièrement délicate à cause de leur grande instabilité. De plus, les iridoïdes n'ont généralement qu'un intérêt pharmacologique limité en tant que principe actif isolé. C'est pourquoi l'utilisation des drogues à iridoïdes se fait le plus souvent sous forme de plantes entières ou d'extraits totaux. Néanmoins, leur extraction peut se faire à l'aide de solvants polaires, généralement des alcools, et une première séparation est obtenue par réextraction du résidu dissous dans l'eau à l'aide de solvants non miscibles de polarité croissante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons utilisé le même type d'extraction lors des travaux pratiques sur les flavonoïdes de réglisse. Pour extraire les flavonoïdes, nous avons d'abord effectué une extraction au méthanol. Le méthanol a ensuite été éliminé par évaporation et le résidu sec a été repris dans de l'eau distillée. Et à la fin, nous avons procédé à une réextraction liquide-liquide à l'aide de solvants organiques non miscibles à l'eau. Le fractionnement et la purification des iridoïdes extraits se font par des méthodes chromatographiques. La caractérisation des iridoïdes dans une drogue végétale peut commencer par l'observation du noircissement naturel qui constitue l'un de leurs caractères spécifiques. Pour les réactions colorées, on utilise notamment la réaction dite de Triméyl qui fait intervenir une solution diluée de sulfate de cuivre et d'acide chlorhydrique pour obtenir différentes colorations en fonction de l'iridoïde recherché. On obtient une coloration bleue en présence d'ocubine, une coloration rouge-violacée en présence d'arpagide. Les iridoïdes peuvent également être caractérisés par chromatographie sur couche mince avec une révélation par la vanilline sulfurique ou l'acide chlorhydrique à chaud. Leur dosage se fait le plus souvent par HPLC ou par spectrophotométrie. Passons maintenant aux propriétés pharmacologiques des iridoïdes et des plantes qui en contiennent. Même si les iridoïdes ne constituent pas des principes actifs majeurs, ils présentent, ainsi que les plantes qui les renferment, plusieurs actions pharmacologiques intéressantes. Je cite à titre d'exemple l'activité anti-inflammatoire des iridoïdes présents dans la verveine, l'action hypotensive des feuilles d'olivier, le pouvoir antimicrobien de la pluméricine, l'action sédative de la valériane, l'activité antirhumatismale de l'arpagophytum et les propriétés tonicamères de la gentiane jaune. Passons maintenant aux emplois des iridoïdes et des plantes à iridoïdes. Les iridoïdes sont largement utilisés dans les traitements à base de plantes, c'est-à-dire en phytothérapie, avec des exemples tels que l'arpagophytum, l'olivier, le bouillon blanc, les plantains, etc. Certains iridoïdes, comme ceux présents dans la valériane officinale, sont extraits et utilisés dans la préparation de spécialités pharmaceutiques destinées à traiter diverses affections, notamment pour leurs effets sédatifs. On peut aussi citer leur emploi en licoristerie,
Des plantes comme la gentiane jaune et la petite centaurée sont utilisées dans l'industrie des boissons alcoolisées grâce à leurs propriétés amères et stimulantes. Sur cette diapositive, nous voyons des images de quelques plantes aéridoïdes utilisées en phytothérapie. En haut, nous avons de gauche à droite l'arpagophyton et la gentiane jaune. Et en bas, nous avons à gauche la verveine odorante, qu'on appelle en arabe luisa, et à droite, les feuilles d'olivier. On a terminé avec les généralités et on passe maintenant à la deuxième partie du cours, drogues aéridoïdes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les plantes aéridoïdes sont nombreuses, aux activités pharmacologiques variées. J'ai choisi de vous présenter 3 d'entre elles, la valériane officinale, l'arpagophyton et l'olivier. Commençons par la valériane officinale, Valeriana officinalis, de la famille des Valerianacées. C'est la plante que vous voyez sur l'image à droite. Il s'agit d'une plante herbacée vivace à tige cannelée qu'on appelle parfois herbe au chat. Elle est appelée comme ça à cause de son odeur particulière qui attire certains félins, et en particulier les chats, qui peuvent se frotter avec, se rouler dessus, voire même présenter un comportement euphorique. Et cela est dû à des composés volatiles, notamment l'actinidine ou les vallépotriates, qui agissent un peu comme des phéromones. Revenons à la description botanique de notre plante. Ses feuilles sont de type composé, ses fleurs sont blanches arrosées et elles sont regroupées en cymes. C'est une plante qui pousse en milieu humide, notamment les bords de rivières, et elle est cultivée en Europe occidentale et centrale. Voici quelques photos de l'espèce Valeriana officinalis. À droite, vous pouvez observer les feuilles composées de cette plante et à gauche, nous avons l'inflorescence. La drogue est constituée par les organes souterrains, rhizome, racines et stolons, séchés à température inférieure à 40 degrés, sinon on risque d'avoir une perte des principes actifs volatiles et on aura, si le séchage est supérieur à 40 degrés Celsius, on aura une drogue beaucoup moins efficace. Le séchage aboutit à la formation de l'acide isovalérique qui donne à la drogue cette odeur caractéristique d'urine de chat. Le rhizome est de couleur beige, de forme ovoïde ou cylindrique, présentant tout autour des racines fines. Dans les parties souterraines de la valériane officinale, on trouve des alcaloïdes, principalement représentés par l'actinidine. On trouve aussi 0,5 à 1% d'une huile essentielle riche en bornéol. Et on trouve des iridoïdes type ester qu'on appelle les vallépotriates, avec des teneurs pouvant aller jusqu'à 1,7%. Pour ce qui est des essais pouvant être pratiqués sur cette drogue, on a tout d'abord l'essai botanique qui permet d'éliminer les falsifications toujours possibles par d'autres valérianacées comme la valériane de l'Inde ou la valériane rouge. Les essais physico-chimiques consistent principalement à caractériser les vallépotriates par CCM, et pour ce qui est de l'essai physiologique, c'est une évaluation de l'effet tranquillisant chez les souris. Passons aux propriétés physiologiques. On distingue l'action de la drogue entière, l'action des sesquiterpènes et l'action des vallépotriates. Pour ce qui est de la drogue, c'est un tranquillisant, hypnotique et antispasmodique léger. Les sesquiterpènes, on en distingue 2 principaux, la valéranone qui a une action hypotensive, sédative et anticonvulsive, et l'acide valérénique qui possède des propriétés spasmolytiques. Les vallépotriates, quant à eux, ils ont un effet tranquillisant mineur avec des effets psychostimulants. Et in vitro, les vallépotriates ont montré des propriétés inhibitrices de la synthèse des acides nucléiques. Ils sont également cytotoxiques, mutagènes et génotoxiques. En raison de ces effets, il est prudent de limiter les traitements prolongés. La valériane officinale est employée en phytothérapie en nature ou sous forme galénique simple pour traiter les insomnies légères, l'anxiété ou la nervosité, ainsi que les états neurotoniques chez l'adulte et l'enfant. Et voici quelques exemples de spécialités à base de valériane officinale.
Étudions maintenant la monographie simplifiée de l'Arpagophyton, Arpagophytum procumbens de la famille des Pédaliacées. Il s'agit d'une plante vivace originaire des régions semi-désertiques d'Afrique australe et la Namibie est le principal pays producteur de cette drogue. C'est une plante à tige rampante, à feuilles alternes et à fleurs en trompettes rouges violacées. Le fruit de cette espèce est très caractéristique. Il s'agit d'une capsule ligneuse entourée d'une couronne de crochets acérés qui s'accroche aux animaux qui passent par là. C'est une manière de propager les graines, bien évidemment, et c'est à cause de ce fruit qu'on appelle cette plante la griffe du diable. La drogue est constituée des racines latérales tubérisées, séchées et découpées en rondelles qu'on appelle les racines de Windhoek. Elles sont de couleur brune claire et de saveur amère. La drogue est constituée de 0,5 à 3% d'iridoïdes, représentés principalement par l'arpagoside et la procambide. On trouve également des phytostérols, des flavonoïdes, des acides triterpéniques et des acides aromatiques. Comme essai sur la drogue, on peut pratiquer un examen microscopique de la poudre à la recherche des éléments caractéristiques représentés par les fragments de parenchyme cortical à grandes cellules contenant parfois des inclusions granuleuses brun-rouge et des gouttelettes jaunes, des vaisseaux à épaississement et les trachéides. On peut aussi faire la CCM des iridoïdes sur extrait méthanolique avec révélation par le fluoroglucinol et l'acide chlorhydrique. Et pour ce qui est du dosage de l'arpagoside, il se fait par HPLC et les teneurs minimales sont de 1,2%. L'arpagophyton est doué de propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, hypoglycémiantes et immunostimulantes. Il est utilisé principalement comme adjuvant pour traiter les affections rhumatismales, l'arthrite et les lombalgies. Il est disponible sous forme de gélules, de comprimés enrobés, d'extraits secs, de tisane et de poudre, et voici quelques exemples de spécialités. Passons enfin à l'étude de notre dernière drogue à iridoïdes, l'olivier. L'olivier, ou Olea europea, de la famille des Oléacées, est un arbre méditerranéen très commun chez nous, avec un tronc tortueux, à feuilles opposées persistantes, à petites fleurs blanc verdâtres en grappe et dont le fruit est une baie comestible. Alors, vous voyez dans ces photos les olives à gauche, fruits de cette espèce, ainsi que les fleurs de l'olivier à droite. La drogue est constituée par les feuilles séchées de l'olivier, coriaces, de couleur vert grisâtre sur le dessus et blanchâtre avec un duvet sur la face inférieure. Leur saveur est amère à cause de la présence des iridoïdes. Comme principe actif, on trouve dans les feuilles d'olivier des sécoiridoïdes, principalement représentés par l'oleuropéoside, le 11-diméthyloleuropéoside, l'oluroside et l'oléacéine. On trouve également des flavonoïdes comme le rutoside et des acides phénoliques comme l'acide caféique. Sur ce schéma, vous pouvez voir à gauche la structure de l'oleuropéoside. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, d'un hétéroside de sécoiridoïde. À droite, nous avons la structure de l'oléacéine, qui est une forme non hétérosidique d'un sécoiridoïde. Ce qu'ils ont en commun, l'oléacéine et l'oleuropéoside, c'est la présence d'une fonction ester dont l'hydrolyse aboutit à un composé polyphénolique appelé hydroxytyrosol à propriétés antioxydantes marquées. Ce composé est présent dans les feuilles d'olivier ainsi que dans l'huile d'olive. Comme essai pouvant être pratiqué sur la drogue, nous avons d'un côté l'essai botanique qui consiste à faire une étude microscopique de la poudre de feuilles et rechercher les poils tecteurs en écusson et les sclérites visibles, éléments caractéristiques de cette poudre. On peut aussi pratiquer un essai chimique à la recherche de l'oleuropéoside par CCM et on peut aussi faire l'identification des triterpènes par coloration avec l'acide sulfurique. Les propriétés pharmacologiques de la drogue sont principalement dues à l'oleuropéoside et on distingue l'action hypotensive, hypoglycémiante, antioxydante, diurétique et antiarythmique.
La drogue est utilisée en médecine traditionnelle sous forme d'infusion ou de décoction pour traiter l'hypertension, favoriser l'élimination urinaire et améliorer les fonctions digestives. On peut aussi trouver des exemples de spécialités à base de feuilles d'olivier. Pour conclure, on peut dire que les iridoïdes sont des monoterpènes végétaux, mais parfois aussi animaux, ayant un rôle de défense chimique. Leur diversité structurale leur confère des propriétés biologiques variées, allant de l'activité anti-inflammatoire de l'arpagophyton à l'action sédative de la valériane, sans oublier les propriétés hypotensives des feuilles d'olivier. Mais leur usage est limité à la phytothérapie, en nature ou sous forme d'extraits totaux, à cause de leur instabilité et leur faible intérêt en tant que principe actif isolé. Et merci de votre attention.